Bonjour à tous et bienvenue dans le Weeblycast, le podcast qui accompagne votre visionnage de la série classique de Doctor Who. Je suis Nopoman. Je suis l'Aigle. Je suis l'O3. Je suis Intertix. Je suis Alain Pomme C'est Bon, ou Espadon Pâtissier, ou Les Pommes C'est Bon, plein d'autres pseudos débiles. Restons sur Alain. Et ceci est le Weeblycast numéro 20, l'esprit du méchant. Durant cet épisode, nous allons revenir sur la seconde histoire de la saison 8 de la série classique Doctor Who, The Mind of Evil. Bien évidemment, nous reviendrons plusieurs fois sur un titre de l'épisode durant le podcast, donc attention aux spoilers. Au programme de ce podcast, ce mois-ci, nous avons comme d'habitude le résumé par l'O3, je vous parlerai de l'équipe de production et du casting, le dossier portera sur Jon Pertwee, nous aurons les références et les anecdotes par Antartix, les paramédias par notre cher L'Aigle sur le troisième Docteur, ainsi que l'avis des intervenants à la toute fin par tout le monde. N'oubliez pas que si vous voulez également échanger avec nous et peut-être participer à ce podcast comme notre cher Alain /Espadon, vous pouvez nous rejoindre sur le chat Discord de la team. Sans plus attendre, partons en prison sans passer par la case départ. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de Le futur a de l'avenir. Aujourd'hui, comme chaque semaine, nous allons vous présenter une nouvelle technologie qui va révolutionner notre monde. Puis, nous en discuterons avec un invité en direct. Ce soir, nous avons l'immense plaisir de vous présenter la machine à absorber les mauvais côtés de l'être humain. Pour en discuter ce soir, je reçois le professeur Ster, de son prénom Mas. Alors, professeur Master, bonjour. You will obey me. Je veux dire bonsoir, l'O3. Alors, vous travaillez en collaboration avec le professeur Keller pour fabriquer une machine qui aspire le mal des criminels, un aspirateur aspirant du mal pour tous ceux qui aspirent à une deuxième chance afin de ne pas redevenir des aspirants du mal. Il est d'ailleurs testé sur des prisonniers en ce moment même. Et au moment où nous parlons, un prisonnier violent du nom de Barnham a été rendu aussi doux qu'un agneau et d'autres sont en attente de traitement. Cela a d'ailleurs soulevé des questions dans l'opinion publique. On peut lire des titres tels que « Utiliser des prisonniers comme cobayes, c'est dire à l'éthique bye bye ». Qu'avez-vous à répondre à cela? Doum. Interruption des programmes. Nous interrompons vos programmes pour flash spécial d'information. Bonjour, je suis l'O3 spécial, et ceci est un flash spécial d'information. La nouvelle vient de tomber. Le chef de la diplomatie chinoise a été assassiné lors du séminaire de la paix dont UNIT devait assurer la protection. Pour l'instant, aucune réaction du brigadier à cette nouvelle. La garde chinoise Chun Li a déclaré « C'est un coup des Américains, je les défie. Je demande au général Guil de venir m'affronter dans un combat de rue. » La mort de ce diplomate jette le voile noir du deuil sur ce sommet de la paix. La lumière de la paix pourra-t-elle rayonner sur ce monde plongé dans les ténèbres de la guerre depuis trop longtemps? Telle est la question. Non, mais sérieusement, est-ce qu'on peut pas virer le mec qui se prend pour Victor Hugo dans le texte? Oui, de nouvelles infos nous parviennent. Oui, ok. Soyez rassurés, chers spectateurs. La Chine a d'ores et déjà envoyé un autre délégué. Il aurait rencontré le docteur, scientifique de UNIT, ce matin pour discuter de la paix. Le brigadier, aussi présent, leur a bien sûr servi le thé. Preuve, s'il en fallait encore une, que la paix trouve toujours un chemin, même quand les hommes sont sur le sentier de la guerre. Non mais sérieusement, virile-le. Pardon. C'est la fin de ce flash spécial. Je vous laisse avec la suite de votre émission. Le futur a de l'avenir. Toutoum. Eh bien, merci l'O3. Alors, Monsieur Master, reprenons. Monsieur Master, où est-il? Attends, comment ça, il est parti? Il a dit qu'il avait quoi? Un QG de UNIT à mettre sur écoute? Bon ben, lance la pub alors. Pub. Barbie le maître a toujours une poupée pour toi. Tu veux espionner tes ennemis? Prends la Barbie maître espion. Avec, tu pourras espionner tous tes ennemis quand tu veux. Tu veux tuer tes ennemis? Eh bien, tu peux utiliser la Barbie. Interruption des programmes pour un nouveau flash d'information. Flash 2, le retour. Chers spectateurs, bonsoir. Nous nous retrouvons de nouveau pour plus de mauvaises nouvelles. Le représentant américain envoyé pour parlementer avec les Chinois serait dans le coma
il aurait été attaqué par un dragon chinois du 7e siècle. Mais ce n'est pas tout, hélas. Depuis quelques jours, on nous annonce la mort de plusieurs prisonniers dans la prison de Stanford. Celle-là même qui servait de test à la machine du professeur Keller. On compte ainsi une longue série de crises cardiaques accidentelles, suivies de noyades accidentelles dans des salles complètement vides, et beaucoup d'autres morts accidentelles. C'est donc sur cette triste nouvelle que je rends l'antenne, Hein, quoi? Non mais, sérieux? Non, quoi? Excusez-moi, chers spectateurs, je reçois par mon oreillette d'autres informations. Donc, nos sources nous informent que pour ne rien arranger, les prisonniers de Stanford se sont rebellés et contrôlent la prison. De plus, ils auraient réussi à voler une arme nucléaire et menacent de détruire Londres, où se tient le sommet de la paix. Si on leur donne pas l'immunité... Quoi? Si on leur donne... Attends. Ils auront une bombe nucléaire et demandent l'immunité. Non, il faut se tirer d'ici. Non, mais j'aurais dû écouter ma femme et pas déménager à Londres. C'était de la folie. Comment ça, c'est pas fini? Quoi? Ok, d'accord. Mesdames et messieurs, la machine de Keller était en réalité une créature mangeuse d'esprit capable de se téléporter sur de courtes distances pour tuer en se nourrissant d'esprit. Elle aurait déjà tué plusieurs gardiens de prison et des prisonniers. Ok, c'est officiel, la vie c'est de la merde. Quoi? Comment ça, le capitaine Yates a été enlevé par les prisonniers? Non, écoutez, moi j'en ai marre, hein. Je vais prendre mes dispositions, je vais aller vendre des clous dans le Morvan, non mais... Quoi? Encore de nouvelles infos? Bon, attends, je vais la lire d'abord parce que... Cool. Ouais. C'est pas vrai. Non mais, des années que j'attendais ça. Youpi! Pardon. Mesdames et messieurs, j'aurais jamais cru annoncer ça un jour, mais UNIT a attaqué la prison et repris le contrôle du lieu. Le directeur Brenton nous assure que la situation est sous contrôle. Pour une fois, les ennemis de UNIT n'étaient pas résistants aux balles. Non, mais un soldat de UNIT nous aurait même déclaré en larmes. J'ai jamais vu ça. Non, mais on tirait sur les méchants et les méchants ils tombaient. Mais ce n'est pas tout, car on a d'autres bonnes nouvelles. Oui, j'apprends que le docteur conseiller scientifique de UNIT a réussi à arrêter la machine de Keller pendant ce temps. Jo, son assistante, a réussi à s'évader toute seule, 2 fois, des prisonniers rebelles. Ah, mais ce n'est pas tout. Mais oui, mais on m'annonce que Yates a échappé à ses kidnappeurs. Il a même réussi à donner le lieu où était... Ah, mais c'est pas vrai. Ça y est, le brigadier, grâce à Yates, sait où est les bombes. Ah là là. Heureusement, tout ce petit monde s'est mis ensemble pour avoir le vrai mastermind de cette histoire. Oui, bien sûr, oui. Ok. Ah ok, donc finalement, le prisonnier Barntam s'est sacrifié pour empêcher le maître de réussir à conquérir le monde. Waouh. Ben, un hommage sera rendu à Barntam demain. Chers spectateurs, merci de nous avoir suivis, et je vous dis au revoir, et bonne chance. Et j'accepte cette proposition de travailler dans le nucléaire, putain, ce sera moins dangereux. Je suis donc le futur porte-parole de l'usine nucléaire de Tchernobyl, ça va bien se passer, à ciao mon dimanche. À vous les studios. Bravo. Merci le 3. Bravo. Bien, alors qui était aux manettes derrière cet épisode, qui était riche en effet en rebondissements. En tant que scénariste, on avait Don Houghton, qui était déjà le scénariste de Inferno. Donc reportez-vous à l'épisode 18 si vous voulez en savoir plus. Il est le mari d'une certaine Pik-Sen Lim qui joue le Captain Shin-Lee dans cette histoire. On va reparler du Captain Shin-Lee un peu plus tard. Je vous ai déjà parlé qu'il était le mari de quelqu'un donc c'était dans cet épisode-là. Le réalisateur de cet épisode est Timothy Combe, qui a dirigé Doctor Who and the Syrians. Et donc cette fois-ci, reportez-vous à l'épisode 16 si vous voulez en savoir plus sur ce cher individu. Ah là là, tellement de construction là à travers le temps, mais voilà, c'est tellement de build-up pour tellement de payoff. Ouais, non mais là, ce qui est bien, c'est qu'on a fait Digne de Steven Moffat. C'est juste des confères aux autres épisodes. Mais là, on va parler un peu du casting et il y a des choses intéressantes à dire. Donc commençons par ce cher Captain Shin-Lee, donc joué par Pik-Sen Lim.
Elle est née en Malaisie de parents chinois. Son nom de famille était à l'origine Fake, P-H-A-I-K, mais Ça se comme vous prononce pouvez comme ça le deviner, elle a changé de nom parce qu'en anglais ça passe pas vraiment, ça s'appelait Fake. Ah oui. Je vous interdis de faire cette blague. Donc voilà, elle a changé de nom pour s'appeler du coup Lim. Elle est la femme donc de Dan Houghton, le scénariste. Elle a aussi joué dans les audios Big Finish Unit TNS, donc je sais pas ce que veulent dire les initiales TNS, quelqu'un peut me... C'est pas... The New The Series. New Series. The New Ok. Series, je pense. Et Jenny, the Doctor's Daughter. Ouais. Elle joue dans le deuxième film Johnny English de Mr. Bean. Et Ah, je me elle souviens est, pas. accrochez-vous, la narratrice du jeu vidéo Dark Souls. J'entends vos mâchoires tomber de surprise. C'est assez incroyable. Je continue avec le Dr. Summers. Donc le Dr. Summers, vous voyez bien qui c'est le chauve c'est le chauve quoi. C'est le Dr. Chauve. Il est joué par donc Michael Sherd. Donc il joue Ross le vieux dans The Ark. Et il reviendra plusieurs fois par la suite dans la série. Il joue aussi dans un Big Finish appelé The Stones of Venus. Est-ce que vous connaissez cet audio? Bah oui. Oui. Oui, c'est le... Attends, troisième Magan, de... Le troisième épisode du 8e Docteur dans le Main Range, donc du coup c'est le numéro 20. C'est pas Paul Cornell non, c'est qui le l'a 18, écrit Peut-être plutôt le je 18. Ouais, crois, voilà. un truc C'est du genre. l'idée. Oui, il me semble. Bon, est-ce qu'il est bien ou pas bien? C'est meilleur des Ça- 4 premiers. Non. Non, il y a Storm Warning, mec. Non, Il y a Storm redonne-moi le Warning. titre. The Stones of Je Venice. préfère Storm Ah Warning. oui, oui, il est pas terrible. J'ai eu Moi, du j'ai mal pas à le un- C'est une suivre. musique sympa, Stones J'ai of pas un Venice. grand souvenir. Voilà. J'ai pas un grand souvenir. Moi, je préfère Storm Warning ou même à la limite Minuet in Hell. Oui, je préfère Minuet in Hell. Bon, je voulais pas qu'on parte dans un classement, mais évidemment, il fallait que ce soit comme ça. Bon, alors, Personne n'a dit il est liste. également connu... C'est fatigant. Donc, ce Michael Sherd, il est également connu pour avoir joué le rôle de l'amiral Ozell dans l'Empire contre-attaque. Aucun souvenir. C'est pas grave. Par contre, c'est celui qui se fait étrangler par la force lors de la vidéoconférence avec Vador. Il y a les deux personnes et il en lui, tue un ok. avec l'écran et il dit au deuxième, bon maintenant c'est toi qui es le chef. Et bah celui qui meurt, c'est lui. D'accord. Et puis mieux que ça, c'est lui qui joue Hitler dans Indiana Jones et la dernière croisade. Ah, là, ça me parle. Ah, le meilleur rôle. C'est lui qui fait la dédicace sur le carnet, c'est ça? Ouais, c'est le ça. journal pour chercher le Graal, il me semble. Les Voilà. notes du père d'Indiana Jones. Et en fait, ce rôle de Hitler l'a un peu poursuivi, parce qu'apparemment, il faisait physiquement un très bon Hitler. Il jouera Hitler ainsi que Himmler dans plusieurs productions. Et d'ailleurs, en parlant de Indiana Jones, il joue aussi un capitaine de sous-marin dans Les Aventuriers de l'Âge perdu. Donc, Ok. ça, c'était le genre d'anecdote qui me plaît. Vous voyez tout de suite quand je dis Hitler dans Indiana Jones, ah, Ouais, il ressemble Bah plus oui, à il y a la Hitler que scène, le Hitler qu'on a eu plus tard dans Doctor Who. Dans la saison 6. je la fais chier. Oui, en effet, c'est vrai. Professeur Kettering. Donc c'est le mec qui explique le fonctionnement de la machine au début, qui est un peu pompeux et qui prend le docteur de haut. Joué par Simon Lack, qui reviendra aussi plus tard dans la série. Donc je ne vous dévoile pas. Ou ni quand. On a Barnham, donc notre fameux personnage suicidaire, j'allais dire, mais non, qui se sacrifie. Joué par Neil McCarthy. Donc, il a un physique particulier causé par une maladie, un trouble hormonal qui s'appelle l'acromégalie, qui était aussi un trouble hormonal qu'avait André the Giant, par exemple. André the Giant, c'était un catcheur français qui a fait carrière aux États-Unis. Grenoble C'est représente. peut-être parce qu'il a joué. Comment? Non, je disais, il venait de Grenoble et tout. Représente. Ah, bon, merci pour d'étoffer mes anecdotes. C'est l'acteur qui joue le géant dans Princess Bride, si vous voyez pas qui c'est. Ah, Et il reviendra aussi dans la série. Je parle de Barnham, évidemment, pas de André the Giant, parce que lui, je ne pense pas qu'il jouait dans Doctor Who. Le caporal Bell, donc, qui est un des personnages récurrents de Unit, on n'avait pas encore parlé, joué par Fernanda Marlowe, donc elle on retrouvera également, mais je crois qu'elle apparaît que dans 2 ou 3 histoires, contrairement à Benton et Yates. On a l'officier Powers, qui est le chef de la prison, joué par Roy Purcell, et il reviendra également. Tout comme Eric Mason, qui joue un officier de prison, un autre officier de prison. Je sais même pas pourquoi j'ai gardé ça. c'est marrant parce que tes tes notes de casting, ça commence à ressembler à du écouter les chroniques du futur. Ça a toujours été ça, en fait. C'est aller voir les épisodes précédents ou les épisodes suivants. On a William Marlowe qui joue Mailer, donc le chef de l'insurrection, celui à la moustache.
Il était marié à une certaine Catherine Schell, qui jouera en saison 17. Il a divorcé et il s'est marié à une autre personne qui s'appelle Kismet Delgado. Ce nom de famille vous dit sûrement quelque chose, puisque c'est la veuve de Roger Delgado. Donc il a récupéré, c'est la femme de Delgado, après qu'il... Bon, je pense qu'il a fait ça dans les normes. Et lui, on le retrouvera également dans la série. On a Lenny Vosper, qui est joué par Hayden Jones. Vosper, si je ne m'abuse, c'est le numéro 2, on va dire, de l'insurrection. Le mec qui vient toujours voir Mailer en disant « Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ?» Donc lui, il a fait la voix des Autons dans Terror of the Autons. J'ai encore 2 personnes. Ouais. Fu Peng, donc, qui est l'ambassadeur chinois, est joué par Christopher Koum. Je sais que tu te retiens de... Koum. Ouais, Koum. Donc, lui, alors, c'est assez intéressant. Il était à la tête d'une agence de casting qui s'appelait Oriental Casting, qui était spécialisée dans les acteurs de l'Asie du Sud-Est. C'est quand même super spécialisé. Et en fait, c'est lui qui avait été ses services ont été utilisés dans cet épisode. Et en fait, là, il a remplacé l'acteur original au pied levé, l'acteur que lui avait recruté pour le rôle. Le seul problème, c'est que dans l'épisode, le docteur a fait une remarque sur le fait qu'il parle Hokkien, qui est un certain dialecte chinois, sauf qu'en fait, cet acteur parle en réalité cantonais. Donc, si jamais vous... Enfin, je sais que vous voulez tous repérer, mais je préfère quand même le dire. Donc, si jamais vous avez un ami chinois qui voit ça, ça pourrait peut-être le choquer. Ouais, voilà, le docteur mélange tous les langues, tous les langages et tous les dialectes, et il est raciste. Et il est quoi ? Il est raciste. Pour lui, c'est pareil. Pour lui, c'est les mêmes langues. D'accord. Le Major Cosworth est joué par Patrick Godfrey. Et lui, c'est le personnage qui joue Thor dans The Savages. Bien sûr, vous voyez de qui je parle. Je n'ai pas besoin d'en dire plus, puisque c'est le genre d'épisode dont on se souvient tout à fait du casting. Je laisse la parole maintenant à l'aigle qui va donc nous parler de John Pertwee, du 3e Docteur, un peu des deux. Eh oui, John Pertwee pour le dossier. Aujourd'hui sera notre seule opportunité, je pense, de parler en profondeur d'un acteur comme John Pertwee. Et dans le dossier Paramédia, on pourra parler plus en profondeur de ce docteur en Paramédia, mais pour l'instant, c'est le dossier, donc rendons hommage à John Pertwee. John Pertwee, de son nom complet John Devon Roland Pertwee, est un acteur britannique anglais. Non, sans déconner. Il est né le 7 juillet 1919 et décédé le 20 mai 1996, c'est-à-dire à peine une semaine avant la sortie britannique du film Doctor Who, mais une semaine après la version US et canadienne. C'était un signe. Merde. Ouais, je me suis retenu. Moi non. Et c'est un acteur très, très connu. Il fait partie d'une famille assez connue. Déjà, il est né à Chelsea et descend d'une famille huguenot. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les huguenots, ce sont les protestants de France et du royaume de Navarre. Donc, Cocorico, protestants de France et du royaume de Navarre. Donc, John Pertwee a une descendance française. Sa famille s'appelait les Pertwee de l'Aillevaux. Voilà, ça sonne déjà tout un peu plus français d'un coup. Hein. Son père est un célèbre acteur et scénariste du nom de Roland Pertwee, dont son troisième prénom. Il a 2 enfants acteurs qui sont eux aussi assez connus. L'acteur Sean Pertwee, qui joue notamment Alfred dans Gotham, pour ne citer qu'un seul de ses rôles. L'actrice Dariel Pertwee, qui entre plein de rôles a fait des voix additionnelles pour le jeu Dragon Age Inquisition. Ah oui, moi aussi j'ai le droit de sortir des jeux vidéo. Et pour en revenir à John Pertwee et sa famille, il s'est marié 2 fois. La première fois avec Jean Marsh, que vous connaissez, puisqu'il s'agit de la femme qui interprète Sarah Kingdom. Puis en 1960, il épouse Ingeborg Roesa. Je suis désolé si j'écorche. T'as dit Jean ou Jean? J'ai pas bien entendu. Je sais Jean, je crois. Oui, d'accord. Jean. Donc j'espère bien prononcer le nom. Avec qui il a, donc je parle toujours de Ingeborg Roesa et j'espère toujours bien prononcer son nom. Avec qui il a les 2 enfants que je viens de citer. Son frère est le dramaturge et scénariste Michael Pertwee, que vous connaissez peut-être, moi personnellement je ne le connaissais pas. Et allez, dernière anecdote pour parler de la famille de Pertwee. Il est le cousin éloigné de l'acteur Bill Pertwee, très connu, par exemple pour la sitcom Dad's Army. Est-ce qu'il y en a qui connaissent la sitcom Dad's Army?
Voilà, donc je pense que non. Dans lequel il joue un méchant. Mais Jon Pertwee est également le filleul de l'acteur Henry Hanley, dont vous connaîtrez plus tard le fils, Anthony, parce qu'il joue dans la série un rôle très 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 important que je ne citerai pas maintenant. Allez, maintenant qu'on a parlé de la famille du grand, du beau, du magnifique, du charismatique, du bon odorant de Jon Pertwee, parlons un peu de sa carrière et de sa vie. Comment tu sais pour le dernier? Bah, il prend des douches, on sait qu'il prend des douches. Avec le pif qu'il avait aussi. Ça se sent, ça se sait. C'est le cas de le dire. Ouais, puis il prenait soin de ses cheveux, ça se voit. Il faut savoir qu'il a notamment fréquenté plusieurs écoles privées, donc il s'est à chaque fois fait renvoyer. Et pour l'anecdote, il a également intégré l'Académie royale d'art dramatique, The Royal Academy of Dramatic Art, RADA. Donc il s'est aussi fait chasser pour avoir refusé d'imiter le bruit du vent dans une tragédie grecque. Ah, je l'avais entendu celle-là, je la connaissais. Je trouve que c'est génial. C'est énorme, ouais. Il défendait que c'était une tâche qui lui faisait perdre son temps et l'argent de son père. Et je pense pas qu'on puisse lui donner trop tort, surtout que bon, il a quand même une bonne carrière, il a prouvé ses talents d'acteur, donc imiter le bruit du vent dans une tragédie grecque, ça lui aura pas servi à grand chose. Bon, ça, et apparemment le fait aussi, hein, parce qu'apparemment il n'y a pas que ça, mais aussi le fait qu'il aurait écrit quelques magnifiques textes contre ses professeurs sur le mur des toilettes. Voilà. Et là, je me demande comment ils savent que c'est lui qui les a écrits, à moins qu'il ait signé. Ce qui est Je crois qu'il a signé ou il a dû avouer. Non, il a envoyé une copie de ses textes à tous ses professeurs. Avec signé, bien sûr. Ça, Attends, c'est Jon Pertwee, respecte le gars, quoi. Donc c'est lui le genre de gars qui met son numéro de téléphone sur la porte des toilettes au marqueur ou... Oui. Comme tout le monde le sait, il a fait la Seconde Guerre mondiale où il fut officier dans la Royal Navy et c'est après tout ça qu'il se fait connaître, surtout pour des rôles comiques à la radio. De 1959 à 1977, il incarnait le sous-officier Pertwee, et oui, encore une fois, Chief Petty Officer Pertwee dans la sitcom radiophonique de la BBC, The Navy Lark. Il se fit ensuite remarquer par sa ressemblance avec Danny Kaye, tout le monde connaît Danny Kaye. Non. Apparemment non. Notamment dans le film de 1949. Notamment dans le film de 1949 Murder at the One Mill. Danny Kaye, en fait, c'est un acteur américain assez connu. Pour ceux qui savent pas, donc c'était de cette époque, hein, bien sûr. Bon, Jon Pertwee fera aussi du théâtre, etc., etc. Il a quand même une très très grosse carrière. C'est quand même une légende un peu au Royaume-Uni. En fait, le rôle du docteur est bien plus important que ce que l'on croit, parce que c'est un de ses premiers rôles sérieux. Ah oui, parce que finalement, quand on cite la carrière de Jon Pertwee, c'est pas forcément à ça qu'on pense, mais effectivement, le rôle du docteur est un de ses premiers rôles sérieux. Il met un point d'honneur à le jouer de manière sérieuse, comme un homme d'action, héroïque et technologique. En plus de ça, il est connu pour avoir été très stressé à l'idée de ne pas être à la hauteur de ses prédécesseurs, je crois qu'on l'a dit plusieurs fois dans les podcasts. Donc il faisait tout. Non seulement pour être différent, d'où l'idée d'homme d'action, mais pour être bon, à la hauteur. Voilà, apparemment, désolé de t'interrompre, mais j'avais cru entendre que c'était le gars qui répétait ces scènes en boucle, parce qu'il était impressionné par exemple par Delgado et autres acteurs expérimentés. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais il était beaucoup plus perfectionniste que les autres. Ça ressemble totalement à sa manière de faire. Ouais. Ça ressemble totalement à sa manière de faire. Et pour finir, on peut aussi parler du fait qu'il est aussi fan de sport. Il appréciait tout particulièrement le ski nautique. Et d'ailleurs, l'un de ses anneaux préférés est en fait un anneau romain qu'il a retrouvé sur une épave lorsqu'il faisait de la plongée sous-marine. L'anneau a une pièce montée dessus, et cet anneau apparaît sur les doigts de Pertwee dans Doctor Who en tant que troisième docteur. Donc voilà, si vous voyez l'anneau du troisième docteur, vous pouvez... c'est très certainement l'anneau de Jon Pertwee qu'il a trouvé en ski nautique, voilà, qui maintenant appartient au second docteur. Bon... J'aurais bien aimé aussi vous parler d'un film comique dans lequel il a joué et qui a vraiment l'air très drôle, mais comme le genre m'est un peu étrange, je vais peut-être pas en parler parce que c'est peut-être pas tout public. Donc c'est principalement comique, parce que tu l'as pas vu. Non, c'est juste parce que c'est pas tout public. Oui, c'est genre de comédie britannique de l'époque, un peu polissonne, on va dire. Voilà. C'est très joliment comme son album sur les chansons paillardes de marins qu'il avait sorti, où tu le vois sur la couverture avec du jeune demoiselle. Enfin, voilà, c'est ça. Et donc, peut-être qu'il y a des mineurs qui nous suivent, je ne vais pas les diriger vers ce genre de choses. Est-ce que vous connaissez la chanson I Am the Doctor chantée par Jon Pertwee, d'ailleurs, tout le monde? Oui, tout à fait. Il a chanté une chanson I Am the Doctor qui est très mal chantée. Enfin, c'est un des premiers rappeurs de l'histoire, quand même. Ça se voit que c'est pas un chanteur. Il a un flow de malade, je trouve. Bah écoute, je suis tellement mauvais chanteur que je me suis même pas rendu compte.
J'ai cru que c'était du slam, tu vois. Elle a un Bon, côté je comprends très avec cheap Colin, et cheesy que j'adore cette chanson. J'ai déjà écouté beaucoup de fois juste pour le fun. C'est bien mieux que Dr. in Distress, par exemple. Ah bah oui, non, Ah oui, là, mais si là, c'était on seul est sur repère notre aussi. niveau. Moi, je suis pas d'accord. On est sur notre niveau. Mais Dans du Doctor coup, Distress, il y a Hans Zimmer, déjà, ok. Non, mais vraiment. Du coup, Antarctis, à ton tour. Oui, J'avais bonjour. juste une petite chose à ajouter par rapport à Danny Kaye, qui est a priori, enfin, dont Pertwee est censé être le La sosie. ressemblance, le Pour sosie, ceux oui. qui situent ou pas, je pense qu'il est plus connu, son rôle le plus connu, c'est l'original de La vie secrète de Walter Mitty, qui a été repris ensuite par Ben Stiller. C'est lui qui a fait un remake, c'est ça. Là, je suis Et pas en très fait, au courant pour le remake. Mais... Bon, bah, l'original de La vie secrète de Walter Mitty, c'est le rôle principal est joué par Danny Kaye. Voilà. C'est juste une petite remarque. Vous pouvez continuer. Je vous en Donc, du coup, c'est sur cette magnifique anecdote de Nopoman que je laisse la parole à Antarctis. Et ben, du coup, avec l'anecdote que Nopoman vient de nous balancer, c'est une transition à peu près parfaite. Voilà. Tout à l'heure, j'ai pas réagi quand t'as cité la narratrice de Dark Souls, Pixel-Lim, mais ça, c'est un truc, en fait, ton anecdote m'a fait penser à un autre acteur qui joue un personnage très connu dans l'univers étendu, qui lui aussi a doublé un personnage dans Dark Souls. Cet acteur, c'est Miles Richardson, qui est surtout connu pour jouer le rôle du frère du Docteur, en audio chez Big Finish. Et il joue un personnage qui revient dans Dark Souls 1 et 3, qui est un compagnon du héros. C'est quelque chose auquel j'ai pensé, parce que j'ai mis 3 ans à comprendre que c'était la même voix, celle de Brachytel, et celle du personnage de Dark Souls. Et du coup, ça, je crois pas que tu as dit dans les anecdotes de casting non plus, Nopaman. Et t'as la fille de Pixel-Lim qui joue aussi un rôle dans le coffret de Jenny, la fille du docteur. C'est gentil de préciser. Elle s'appelle Je ne Sarah, suis pas allé je jusqu'à crois. la 4ème génération, Ouais. comme l'aigle l'a fait pour Pertwee. Elle s'appelle Sarah, je crois. Oui, tout à fait. Et du coup, comme souvent, Doctor Who, c'est une affaire de famille, quoi, en gros. Non, mais même, je pense que la dernière fois que j'ai parlé d'elle, il me semble que j'ai parlé de la fille et que la fille a également joué un rôle en tant qu'actrice dans la série. Ou pas? C'est possible, je me souviens juste qu'on s'était rendu compte il y a quelque temps que dans l'audio de Jenny's Doctor's Daughter, il n'y avait pas que Pixel-Lim, il y avait aussi toute la famille en fait. C'était une réunion de famille. Et du coup, pour revenir à Dark Souls, est-ce que ça voulait dire que Dark Souls est canon dans l'univers Doctor Who? Il n'y a qu'un pas, peut-être. Je pense. Non, mais c'est déjà fait. Hein. La BBC, elle a signé le contrat. Okay. C'est juste une planète étrangère. Du coup, pareil pour ma seconde anecdote, je vais aussi rebondir sur une anecdote, sur une des notes de casting que tu as sorties tout à l'heure. Comme quoi tout est lié entre nos chroniques. Au moment où le docteur et Fu Peng parlent un dialecte chinois, le Hokkien, désolé pour la prononciation si c'est pas ça, on peut voir que des sous-titres anglais apparaissent pour montrer ce qu'ils se disent. Et c'est la première fois dans l'histoire de Doctor Who, et pas du tout la dernière, comme ça revient souvent, surtout dans la nouvelle série, qu'on voit des sous-titres en dessous d'un personnage qui parle une autre langue. Par exemple, je crois que c'est dans The Moon Base que t'as le Docteur et un autre personnage qui parle français. Là, c'était pas sous-titré. C'est vraiment une première avec l'air Pertwee. Pareil dans The War Games quand il y en a un qui parle, ouvrez les guillemets, en français, fermez les guillemets, c'est pas sous-titré. Oui, quand il parle en français dans l'ancienne série, j'ai tendance à me repasser le passage et à bien tendre l'oreille parce qu'en général, c'est assez dur à entendre quand même. C'est toujours le cas dans Big Finish. Hein. Du coup, canoniquement, c'est le TARDIS qui crée les sous-titres, on est d'accord? Non. Si on est d'accord, là... Genre, il y a les sous-titres qui apparaissent en dessous du mec à cause du TARDIS. Tout à fait. Le TARDIS, c'est une métaphore pour la télévision, tu vois. Et effectivement, comme en audio, il n'y a pas de sous-titres, c'est dur, il faut tendre l'oreille, comme tu le disais, Alain. Paul McGann a tendance à parler français de temps à autre et c'est assez impossible à entendre. On va pas se mentir. Ah là là. Du coup, anecdote suivante, avec Mission to the Unknown, Doctor Who and the Silurians, et d'autres histoires que je vous citerai pas ici par souci de spoil, c'est l'une des seules 11 histoires, en incluant la nouvelle série, où le TARDIS du Docteur n'apparaît jamais par un seul instant. Dans la saison 7, on comptait la console, si vous voulez. Mais c'est la première fois qu'on voit pas du tout... pas la console, là. Ah oui, non, on voit juste le Docteur pensais, qui va directement à la case prison.
pas de Tardis ni rien. Passe pas par la case Tardis. Impressionnant, hein. Il touche pas 2000 francs. Ouais, il a pas touché les 2000 francs. Étonnant, non? Je suis étonné. L'anecdote numéro 3 vous a Bizarre, je suis pas aussi étonné que toi quand même. Alors, celle-là, il faudra la repérer en voyant l'épisode, mais il semblerait que lors du 4e, on puisse entendre une technicienne éternuer dans le studio d'enregistrement. Je crois vraiment que je vais me ouais, refaire donc, l'épisode en c'est- traquant. C'est peut-être pas la- facile à repérer, comme en général Mind of Evil a des séquences bruitage assez ignobles. Oui. Ça, j'y reviendrai dans ma notation, mais il y a souvent des passages de brouhaha assez insupportables, mais dedans, il y a un éternuement de technicienne qui s'y est D'accord. glissé. Comme quand la perche tombe dans l'écran, quoi. Ah ouais, d'accord, ok. De même, lorsque les hommes du maître, dans les autres soucis de production, jettent le docteur dans une cellule, apparemment on peut voir les murs trembler de manière visible. Donc je pense que c'était des murs en carton en fait. C'est des murs en carton. À l'époque on faisait avec les moyens du bord. C'est souvent le cas avec les classiques Doctor Who, ça me fait marrer. Ça, je l'ai vu, ça. Ça me dit quelque chose, ouais. Ouais, qu'on donne un bon point à Noboman. Ça conclut ma partie anecdote à moi, donc je rends les studios à l'Aigle pour les paramédias. Oh, tu rends les studios. Bonjour, bonjour. Je suis les Bonjour. studios. Enchanté. Donc, à présent qu'on a parlé de John Pertwee et à présent que Antarctis vous a parlé d'anecdotes, continuons le podcast en son honneur en essayant d'approfondir le cas du 3e docteur en paramédia. Une fois n'est pas coutume, plutôt que de commencer en vous parlant d'audio ou de comics, je vais commencer par les jeux vidéo. Ce podcast est dédié aux jeux vidéo. Il n'y en a pas beaucoup. Très brièvement, je vous parle de l'assez ambitieux Destiny of the Doctor, un jeu vidéo de 1997 qui présente les 7 premiers Docteurs avec des enregistrements de Tom Baker, Peter Davison, Colin Baker, Sylvester McCoy, Nicholas Courtney, et carrément des scènes vidéo exclusives avec Anthony Henley, mais vous savez pas qui c'est, vous savez pas qui joue, vous savez juste que John Pertwee est relié à lui par la famille. Voilà. Ce sera d'ailleurs sa toute dernière interprétation de ce fameux rôle, que je ne cite pas, ce fameux rôle secret, avant son décès en On se 2004. demande bien qui c'est. Et donc, d'accord, Destiny of the Doctor, c'est bien, mais vu que ça présente les 7 premiers Docteurs, c'est peut-être un peu générique. Nous, on veut du jeu vidéo exclusif à notre cher 3e Docteur. Et là, j'ai ce qu'il vous faut. Très récemment, un jeu pour téléphone et PC est sorti qui s'appelle Doctor Who Infinity. Et je crois bien que Nopoman ici présent les a testés, non ? Oui, c'est très bien de dire les attestés, puisqu'en fait, l'idée de Doctor Who Infinity, c'est une sorte de système de jeu, et il y a des scénarios que tu peux acheter séparément. Et chaque histoire est décrite je sais pas si chaque histoire est écrite par un scénariste historique Doctor Who, mais au moins certaines. Et il y en a même une, je crois que c'est la dernière histoire d'un scénariste important. J'ai l'impression que tu peux peut-être en parler plus tard. Et oui, donc je sais que la première histoire, elle est sur le 13e Docteur. Après, on passe justement au 3e. Il y en a une avec le 4e, il y en a une avec le 12e. Et oui, les doublages, en général, ils se débrouillaient pour avoir au moins une personne du casting original par histoire. Donc dans la celle du 12e, du 13e, on avait Missy. J'allais dire Selena Gomez, mais non, c'est pas Michel ça. Gomez. Michel Gomez, Un peu sa plus mère. Et pour la deuxième, on a donc Joe Grant qui reprend son rôle de... Alors du coup, c'est un peu étonnant parce qu'elle est créditée pas comme Joe Grant, mais comme un autre Joe, mais je ne sais pas pourquoi. Eh C'est bien, Joe je sais quelque pourquoi, mais on ne peut pas spoiler. D'accord. Spoiler. Tout à fait. Du coup, Alors, voilà. Spoiler. Et non, bah du coup, moi j'ai fait la première histoire en entier. C'est un peu du... Comment dire ? C'est pas foufou, quoi. Pour l'histoire, ça peut être bien, mais après, si... la première histoire était plutôt sympa, l'idée était intéressante. L'idée de la deuxième, pour l'instant, j'ai arrêté. Je reprendrai peut-être un jour, mais c'est pas ouf, on va dire. Voilà. Donc c'est sorti il y a 2-3 ans, ce sont des jeux qui présentent un véritable scénario, comme tu disais, mais dont le gameplay ressemble plus à un jeu comme Candy Crush, si je m'abuse. C'est quand même plus approfondi que Candy Crush. Il y a quand même plus de stratégie et le gameplay s'adapte à l'histoire, alors que Candy Crush c'est toujours le même gameplay. Là, pour chaque section de l'histoire, c'est quand même plus lié au scénario. Mais oui, en gros, c'est bouger des billes. Si tu veux, quand même. L'histoire présentant le 3e Docteur et Joe Grant, donc moi je vais dire Joe Grant, c'est la deuxième histoire qui s'appelle The Orphans of the Polyoptera,
écrit par Gary Russell, donc effectivement, c'est quand même un grand nom, développé par Tiny Rebel Games. L'histoire se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Le docteur et Joe sont piégés dans un petit village minier en train de se faire bombarder par les Allemands en Angleterre. Là-bas, ils rencontrent une jeune fille et son amie qui viennent de 1842 et ont besoin de revenir d'où ils viennent, alors que là-bas, un autre danger s'y trouve, qui se présente sous la forme de leur vie minière, c'est un peu germinal. Donc, une histoire culturellement et historiquement assez anglaise et politisée, qui présente deux époques. Donc, si ça vous intéresse, ça devrait toujours être disponible. C'est toujours disponible sur Steam. Juste un truc. Il y a sûrement des packs pour avoir tout d'un coup, toute l'histoire d'un coup, mais je pense que vous pouvez juste essayer les premières. Même, je crois même qu'on peut essayer gratuitement les toutes premières trucs. Juste une petite remarque. Donc, c'est la dernière histoire écrite par Gary Russell. Il a dit que ce serait la dernière fois qu'il écrirait pour Doctor Who. C'était en quelle année? C'était il y a 2-3 ans, c'était 2018-2017. Il a écrit un truc, 2-3 autres trucs en 2018, je crois. Du coup, je savais pas où on en était, même chez Big Finish. Ouais, mais c'est à peu près dans ces eaux-là en fait. Je pense qu'ils avaient pas mal insisté là-dessus. Et juste une dernière chose, le titre de la deuxième histoire qui s'appelle The Orphans of the Polyoptra. Donc, faut juste faire une remarque que c'est quand même assez intéressant parce que du coup, c'est une suite ou une préquelle, je ne sais pas encore parce que j'ai pas arrivé encore assez loin, à The Web Planet. The Web Planet, oui, c'est ça? Parce que j'ai dû The Web of Fear. The Web Planet. Vraiment? The Web Planet, ok. Tout à fait. Oui, bien sûr. C'est la question que j'avais posée justement parce que le titre est assez familier. Non, c'est Ah, mais oui, Polyoptra, mais oui, effectivement. D'accord. Donc, c'est quand même assez courageux de revenir sur une histoire qui est relativement décriée par les fans. C'est ça. Non, c'est vrai. Ouais, mais après, avec le budget infini d'un jeu vidéo, tu peux faire plein de trucs. Hein. Oui, bah je suis assez curieux de voir. Mais en fait, moi, au niveau de l'histoire, je suis exactement dans le résumé. Je suis pas allé beaucoup plus loin que le résumé. Ok. Donc, mais alors, du coup, tu disais qu'elle était. J'ai plus souvenir. Tu disais qu'elle était plutôt bonne ou qu'elle était plutôt moyenne. J'ai oublié. Enfin, j'ai pas. Cette histoire-là. Oui. Bah, j'en sais rien. Moi, tout ce que je sais, c'est que Doctor arrive dans un village et qu'il y a des trucs qui tombent du ciel et je suis pas allé beaucoup plus loin que ça. Je suis pas allé plus loin. Mais la première histoire était intéressante. Il y avait c'était sur les Daleks avec un twist assez intéressant sur les Daleks. Bon, ça donne envie en vrai. Ça donne envie. Voilà, donc Doctor Who Infinity, celui sur le troisième Docteur, c'est The Orphans of Polyoptra. Voilà. Parlons livre maintenant. Bien sûr que vous pourrez le retrouver dans des novelization target, mais ce n'est pas tellement ce qu'on entend par paramédia. En termes de nouvelles aventures, vous pourrez le retrouver dans pas moins de 7 Virgin Missing Adventures, des aventures solo donc, mais aussi 5 Virgin New Adventures, ce qui signifie qu'il apparaît au moins pour un petit rôle en compagnie du 7e Docteur. De la même manière, vous pourrez le retrouver dans 5 BBC 8 Doctor Adventures, où cette fois c'est le 8e Docteur qu'il rencontre, et 13 BBC Past Doctor Adventures, ce qui lui fait des aventures solo en plus. Ça fait quand même pas mal de bouquins. Et si on part dans les nouvelles pour les Doctor Who Annual TV Comic, TV Action, Doctor Who Magazine, etc., là, on a bien près d'une centaine de petites histoires, ça fait de quoi fouiller. Voilà. Si vous aimez le 3e Docteur, vous avez de quoi fouiller. Si vous aimez la littérature, vous avez au moins 20 histoires solo, 20 romans solo, vous avez une bonne dizaine de rencontres avec le 7e et le 8e Docteur, et puis après vous avez tout un tas de nouvelles. Est-ce que, je sais pas si tu le précises, mais est-ce que dans Poman tu savais qu'il y avait au moins un roman écrit par Mark Gatiss pour le 3e Docteur? Ok, moi je quitte le podcast maintenant. Si ça vous dérange pas, j'ai des choses plus importantes à faire que parler de Mark Gatiss. Mark Gatiss possède une veste de Jumper Twee d'ailleurs. Il a fallu que... Oui, c'est vrai qu'il est très très fan. Une des vestes originales de Jumper Twee, il y a une photo de Twice Upon a Time où ils ont prêté... Non mais arrête, tu crois pas qu'il le déteste déjà assez comme ça? Où ils ont prêté la veste à Capaldi pour qu'il essaye. Oh le pauvre. Voilà. Bon, on a suffisamment parlé bouquins, mais aussi suffisamment parlé Mark Gatiss. Parlons comics. Je sais pas si on a très Mark Gatiss, mais bon, ok. Parlons comics. Évidemment, comme vous le savez, des éditeurs possédaient les droits en comics pendant la diffusion de la série, ce qui a poussé le compteur de comics très très loin. On a bien pour environ 70 histoires en comics avant d'arriver à l'époque des années 2000 avec IDW Publishing. Je sais que Nopoman se renseignait un peu sur ces comics à cette époque, qui sortent des mini-séries, des one-shots dans lesquels il peut faire des apparitions. Très vite, The Forgotten,
To Sleep Parents to Scream, mais je crois que To Sleep Parents to Scream, c'est vraiment plus de la petite apparition. Juste une petite parenthèse, The Forgotten, si je ne m'abuse. Attends, là, pour une fois que je C'est peux la un- ramener sur Paramedia, 10e Docteur, c'est une histoire du 12e Docteur, 10e, je pense. et je crois qu'elle a été traduite en français. Enfin, moi, j'ai une version... Chez French Eye. Ouais. Ouais, chez French Je pense qu'on est Eyes. sur l'ordre des. Je pense que ce sont des comics qui sont de l'ordre de la petite apparition. Voilà. Oui, parce que oui, c'est juste l'apparition. Et c'est French Eyes, en fait, c'est un jeu de mots. C'est franchise, French. Ah, j'ai jamais French catché le jeu de Eyes. mots. Ok. Humour, non, c'est vraiment ça. Et sinon, mais- je sais. Mhm. Non, mais pardon, excuse-moi, je t'avais J'ai coupé. fini, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Donc, niveau Prisoners of Time, on a aussi In With the Tide, Endgame et Dead Man's Hand. Voilà. Donc, le truc, c'est qu'en fait, faut se dire que après la période de John Pertwee en comics, il n'y avait pas forcément énormément de John Pertwee parce que on essayait surtout de coller à la période actuelle. Ça a peut-être été le cas dans les années 90, mais j'ai pas tellement il y a pas grand chose à dire parce qu'il y a vraiment beaucoup de petits comics. Dans les années 2000, vous avez surtout IDW Publishing, donc je vous ai cité ce que j'avais à vous citer. On en arrive finalement à notre décennie actuelle avec les Titan Comics, là par contre c'est plutôt moi qui m'y connais, qui a sorti beaucoup d'histoires dans lesquelles des docteurs ci et là apparaissent, que ce soit le prologue consacré au 3e docteur dans le premier comic centré sur le 13e, ou des comics multi-docteurs, ce qui est un peu une spécialité. Docteur, ça me plaît ça. C'est un peu une spécialité des comics, hein, les J'en ai comics lu un ou deux multi-docteurs. des multi-docteurs, je suis pas fan en général. Ouais, c'est un peu une spécialité, ils aiment beaucoup ça, et je pense que, honnêtement, ils doivent peut-être avoir le record de nombre de multi-docteurs, même si Big Finish a l'air de devoir tenter la compétition. On a quand même un one-shot, et je vous en avais déjà parlé, un one-shot dont il faut que je vous parle, puisque lui, pour le coup, c'est vraiment un comics centré sur le 3e Docteur, Je l'ai lu. qui présente une histoire originale et solo du 3e Docteur. Je vous en ai déjà parlé dans le publication sur The Enemy of the World. Ah oui, je l'ai C'est lu. The Heralds of Destruction. De manière amusante, écrite par Paul Cornell, connu pour ne pas particulièrement apprécier le genre du 3e Docteur, et moi non plus. Mais Paul Cornell, si vous avez écouté le podcast précédent, vous savez aussi que c'est pas seulement qu'il aime pas le genre du 3e Docteur, c'est qu'il trouve que c'est un gros conservateur et que c'est insérer une insulte ici. Et donc, tout en respectant le style, il a réussi à en faire autre chose, et très sincèrement, j'ai beaucoup aimé. C'est marrant Donc, parce que vous pouvez- quand tu lis le comics qu'il a écrit, t'as pas du tout l'impression qu'il déteste le 3e Docteur. Ouais, Je pense c'est que je dis ça parce que tant l'histoire est mieux, très bonne. tant mieux en vrai. Si c'était pour en faire un Il y a comics pas- dans lequel il le défonce, c'est pas le... Il y a pas un moment où il dit qu'il était pote avec Pol Pot dans ce comics ou un truc comme ça, qui est une référence à un truc justement de The Man of Evil. Ah, je c'est crois que possible. c'est dans celui-là. Maintenant que tu le dis. C'est Bon, possible. ça va, s'il est pote avec Pol Pot, il est pas conservateur. Hein. Ce qui est, j'imagine, en clin d'œil avec, C'est pas le 7e Docteur qui a dit qu'il était qui a dit à Staline, ne vous inquiétez pas, dans le futur, les Ok, gens donc vont- Oui, on a c'est parlé ça, c'est de- dans le short trip. Il va voir Staline mourant et il fait écoute Joe, là les gens ils t'aiment pas, mais dans quelques siècles ils reconnaîtront que t'as fait du bien pour la nation. Et putain, quand vous avez publié ça, les mecs. Donc aujourd'hui, Mais on ouais, a donc parlé de j'imagine. Staline, de Pol Pot et de Hitler. On en rajoute un ou... Non, mais justement, il dit dans The Man of Evil qu'il est pote avec Mao. C'est, j'imagine, sans doute une Aussi, référence oui, à c'est ça. vrai. Dans cet épisode, à un moment, il sort, ah là là, vous êtes, je sais plus, Vous connaissez le prénom de notre leader. Exactement, vénéré. Exactement. Peut-être est-il aussi pote avec Nopoman. Tant qu'il est pas pote avec Mark Gatiss, tout va bien. Bon, en tout cas, il a sa veste. Bon, Ah d'accord, donc Pol Pot, Mao Tse-tung, oui, mais par C'est contre pas- Pol c'est Pot Mark non. Gatiss, Non, Mark Gatiss, on va pas aller trop loin non plus. Quoi. Gatiss, On va c'est aller le pas point dire. G. quand même. Ça, ok. Alors, dans The Heroes of Destruction, vous pouvez retrouver le maître de Roger Delgado, mais aussi Salamander, The Enemy of the World, c'est pour ça que je vous en avais parlé. Hein. Ce qui explique pourquoi je vous en avais parlé à l'époque. Si vous n'êtes pas spécialement fan de James Bond Who, c'est comme ça que j'appelle cette ère, mais que vous voulez lire plus de 3e Docteur, ce comic c'est fait pour vous. Je dis ça parce que personnellement je suis pas très fan du 3e Docteur, mais j'ai beaucoup apprécié ce comics de Paul Cornell, donc j'imagine que ça peut parler à des gens qui, comme moi, n'aiment pas forcément le 3e Docteur et son air, mais peuvent apprécier des histoires avec lui. Donc il est super bien, moi en tout cas c'est ce que j'en ai pensé, je lui mettrai une très bonne note. Je sais pas, Antarctix, Alain, je sais plus si vous l'avez lu vous. Le comics Non, qu'on est en j'ai train pas de lu, dire qu'on...
J'ai lu Ouais. les premières pages et après, bon voilà, J'avais pas les beaucoup plans. aimé. Il y a trop justement. d'images, c'est mieux avec les juste. Il y a trop d'images. Comme je disais en exclamant mais oui tout à l'heure, je l'ai lu, ouais, j'avais beaucoup aimé. Ok, C'est d'accord. marrant que tu parles de James Bond Who parce que justement Enemy of the World, ça doit être l'épisode qui fait le plus James Bond de tout, Ouais, de pour tout le le deuxième coup, Docteur du moins. Bah pour le coup, c'est peut-être en tout cas c'est l'épisode du second Docteur qui a le plus de gimmicks espionnage, ça c'est une Clairement. certitude. C'est pour ça que ça colle aussi. Je pense. Juste une petite remarque. Que je Mais me suis j'y fait, pense, pendant putain. que- Oui, Est-ce que vas-y. Enemy of the Ouais. World, comme il se passe en 2018, c'est un historical maintenant? Oui, c'est historical. Mais c'est juste un monde qui a changé. Voilà, C'est comme Retour vers le futur. Alors, qui lui dit que Salamander n'a pas existé? Qui se lance? Bah, Non, c'est normal, pardon, tu parce que voulais le dire Docteur quelque chose, évolue, mais excuse-moi. sinon... Non, la vraie question, c'est est-ce que c'est un monde parallèle ou un monde alternatif? Non, mais c'est juste que le monde a changé maintenant, le temps a changé. Mais du coup, Nevermind, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais dire quelque chose. Pendant que tu parlais, ça me fait penser à quelque chose. Le fait que tu dises qu'il y avait beaucoup de textes, de romans du troisième Docteur. Mhm. Je me suis fait la remarque. Est-ce que ce serait pas lié, attention analyse, au fait que les enfants qui ont grandi avec Doctor Who, en fait, arrivent au troisième Docteur, se sont retrouvés à pouvoir écrire et publier des romans. Genre s'ils avaient, je sais pas, 10 ans en 68, quand on arrive au troisième Docteur, bah, ils étaient déjà adultes et ils pouvaient être écrivains. Est-ce que c'est pas la première génération d'enfants qui est née avec, qui a eu Doctor Who dans leur enfance? Heureusement que tu m'as dit de faire attention, quoi. Alors, pas tout à fait, parce que quand on parle de romans, je parle de Virgin New Adventures et de Virgin Missing Adventures, qui datent des années 90. Et ensuite, je parle des BBC Past Doctor Adventures et des BBC A Doctor Adventures, qui datent des années 90 et des années 2000. Maintenant, si on devait parler des comics qui sont sortis à l'époque du troisième Docteur, Je me suis pas spécialement renseigné sur cette question-là, mais ce que je sais, c'est que techniquement, les premiers fans de Doctor Who arrivent à travailler pour la série vers la fin des années 70. Enfin, en tout cas, moi, c'est le plus lointain que je l'ai vu, c'est ça. Il s'appelle Douglas Adams, c'est un fan de Doctor Who à la base. Pareil, après, il y a un compagnon qui joue un certain Adric, qui était un fan quand il était petit. Voilà. Après, je sais pas s'il y en a auparavant, mais je pense que tu as une bonne analyse parce que pour peu qu'il soit né en 53, qu'il avait 10 ans en 1963, bah en 73 il a 20 ans et Alors, potentiellement... donc oui, c'est possible. du coup, je suis désolé de remettre Gatis sur la table, mais c'est son air de Doctor Who préféré. Et il est né en 1966. Mais encore, où est-ce que tu veux en venir? Il C'est est né, ça. il est né justement dans cette période où c'était son premier Docteur, Pertwee, donc je pense qu'en effet ça peut coller. Ah bah voilà un bon chroniqueur, il fait tout pour que le boss ait raison. C'est bien, continue comme ça. Merci. Non, mais Bon, pour ajouter à ce que dit Nopoman aussi, le troisième Docteur, c'est l'ère de Terrence Dix, qui a quand même écrit facilement la moitié des novelisations, puis qui a écrit Mais plein totalement, d'autres c'était trucs un- par la suite. Ah ouais, vous allez Ouais, tous ouais, vous y mettre en fait, d'accord. Ok. Non, mais je pense que ça peut aider à un peu étoffer en plus. Une des figures majeures de l'ère du troisième Docteur, elle s'est justement retrouvée à écrire Tout à mais fait. des tonnes de trucs pour la série après, donc peut-être que ça a également joué dans sa présence assez forte à l'écrit. Tout à fait. Ouais, tout Il à a fait. beaucoup fait d'histoires originales par la suite. Bon, allez, maintenant concluons, parlons audio, notre dernier paragraphe dans ce dossier. Oui, le troisième Docteur en audio existe bel et bien. Alors, évidemment, vous avez beaucoup d'audio narré ou d'audio fullcast dans lequel il est juste cité, étant donné que John Pertwee est décédé, malheureusement, il ne pouvait pas vraiment reprendre le rôle, c'est logique. Donc chez Big Finish, vous avez les Companion Chronicles, les Short Trips, un épisode de Destiny of the Doctor, vous avez même une Lost Story, des histoires perdues, comme par exemple, une histoire perdue, je crois, The Mega. Ouais. Des audios estampillés BBC Audio également, comme Horrors of War, lu par Katie Manning, donc qui joue Jo Grant, ou The Lost Magic, qui présente un peu tous les docteurs, lu par Dan Starkey, qui est celui qui joue Strax dans la nouvelle série. Mais ce qui nous intéresse, c'est John Pertwee. Oui, lui, le beau, le grand, le fort, le bon odorant John Pertwee. Oui, mes amis, vos vœux sont exaucés. Il existe des audios dans lesquels John Pertwee, lui-même en personne, a joué le docteur avant de décéder en 1996. Vous avez The Paradise of Death, The Ghost of End Space et Glorious Goodwood. Oui, tu voulais dire quelque chose.
Non, je veux juste dire qu'il a joué le docteur avant de mourir dans The Paradise of Death. Le paradis de la mort. Et ensuite, dans les fantômes de l'espace. Non mais arrête, ça c'est pas le plus Pour faire important. une Le plus parenthèse 10 important, secondes, dans ta Vas-y. chronique un peu plus tôt, tu disais qu'il avait fait beaucoup de radio plus tôt dans sa carrière, donc franchement, s'il avait vécu quelques années de plus, il aurait sans doute pu bien s'éclater chez Big Finish. Clairement. Mais totalement. Bah, totalement, c'est sûr. Les L'autre deux- fois, tu voulais faire une remarque que je suis sûr était Pardon. totalement utile. Vas-y. Ah non, là, t'es trop dans le jugement. C'est une Bon. méchanceté. Les deux premiers, donc The Paradise of Death et The Ghost of N-Space, datent des années 90, mais Glorious Godwood est particulier. Il date de 2005 et on entend brièvement John Pertwee d'une performance qui daterait apparemment de 1974. Est-ce que... Et Désolé ils de ont- t'interrompre. Et ils en ont fait une histoire avec Elizabeth Sladen pour tenir le reste. Oui. Est-ce que tu Antarctique. as parlé de Zagreus dans ta chronique? Je pensais. Celui Ah, qui vous voit sous votre lit, celui qui J'ai vous mange pas la nuit. souvenir que John Pertwee Eh ben, ait si. une Alain, tu voix veux dans parler? Je Zagreus. te fais l'honneur. Moi Ouais. Oui. Ah, Zagreus. c'est si gentil. Vas-y. Ouais, alors, pour faire court, rapide, simple, net, efficace, précis, Zagreus... Ok, on est parti pour 2 heures, les gars, accrochez-vous. Non, Zagreus, c'est un peu l'épisode spécial 40 ans, donc c'est un audio super long Ouais, et absolument ça, j'avais déjà incompréhensible présenté, si vous ouais. avez pas écouté ce qu'il y avait avant. John Pertwee a un caméo dedans. En gros, ils ont demandé à sa veuve, donc Ingeborg, dont je ne me souviens plus du nom, Ingeborg Rosea, voilà. Ouais, ça. Ils ont demandé si elle avait des extraits, et je crois que c'est des extraits qui avaient été enregistrés pour Devious, justement, Ah oui, qui ont le été fameux. recyclés mais dans un contexte différent pour servir un caméo post-mortem de John Pertwee avec l'approbation de sa veuve. Voilà. Et il y a Alors, même sa tête dans le CD, si Devious- vous avez Zagreus en CD. Oui. Devious, si vous vous souvenez, c'est le fameux épisode écrit par des fans dans lequel John Pertwee joue sa régénération Ah, mais oui, oui, vraiment, oui. à l'écran. D'accord. Et c'est incompréhensible, c'est inaudible au passage, ces audios dans Zagreus. Oui, bon, ça. J'ai su après que c'était lui dedans. mais malheureusement, aujourd'hui, John Pertwee est décédé. Et oui, et les audios avec une narration, ça va bien 5 minutes. Y a-t-il un recast, une personne embauchée pour imiter le troisième docteur? Et la réponse est oui. Ah. Tim Treolard est un acteur embauché depuis au moins 5 ans, en 2015, pour interpréter le troisième docteur. Il a joué à présent dans les 6 volumes des Third Doctor Adventures avec 2 histoires par coffret, ce qui fait 12 histoires supplémentaires. On avait par exemple dans les podcasts précédents parlé de Primord, si je dis pas de bêtises, puisque Primord ce sont des monstres d'Inferno. Mais il a également... Oui, si, on avait Oui. parlé de Primark. Oui, si, oui, si, on mais en je avait me parlé. parlait de Tout Tim à fait. Treloar déjà. Mais Oui, oui, tu peux tout à continuer. fait. Mais il a également fait une apparition de le volume 6 des Diary of River Song, et je sais que Antarctique était là en train de mourir de le caser, mais je Non, l'ai dit je avant, pense le à un journal autre, de River Song. un autre truc que tu n'as pas cité, mais je te laisse finir. Et qui Moi a aussi. pour gimmick de lui faire rencontrer... Ouais, et si on pouvait faire un- en sorte qu'il arrête de parler à notre place aussi, moi, c'est ça. En fait, le truc, c'est que j'avais pas pour but de tout citer, hein, Non, mais qui a évidemment. pour gimmick de lui faire rencontrer un peu tous les docteurs, je parle toujours de Diary of River Song, et donc oui, elle rencontre le troisième docteur dans le 3e épisode du volume 6 qui s'appelle Peep Show. Ce coffret est quand même assez particulier puisqu'elle rencontre les 3 premiers docteurs dedans, le premier dans le premier, le deuxième dans le deuxième et le troisième dans le troisième. Et il y a 4 histoires dedans. Sur ce, juste avant de donner la parole à Nopoman qui va nous faire débattre, je vais donner la parole à Antarctix qui meurt d'envie de parler de Tim Treolard. Oui, je meurs d'envie de parler, surtout très brièvement, de Legacy of Time, l'audio qui célèbre les 20 ans de la compagnie et qui est sorti en dernier, où il y a les docteurs 3, 4, 5, 6, 7, 8, et Tim Treolard a le droit d'être considéré comme le 3e docteur officiel aux côtés des autres, de ses successeurs. Et je trouve que ça, quand même, c'est beau, et Ah oui, mais c'est un après beau c'est geste. normal, c'est un recast, hein, moi je... Si je peux ajouter un truc 20 secondes, très rapidement, je crois Vas-y. qu'il était déjà en 2013 dans The Light at the End, Exactement. donc l'audio des 50 ans pour un petit caméo. Il était donc pas il encore était là un peu au avant The, les Light, terrains. The Light of the End, je l'ai écouté il y a pas si longtemps et j'ai aucun souvenir d'avoir entendu le troisième En docteur. fait, il dedans. n'était pas officiellement casté comme 3e docteur, c'est plus un caméo de 2 phrases, si tu veux. C'est après, 2 ans plus tard, je crois, qu'il Mais est est-ce devenu qu'il le joue le 3e. troisième docteur dedans? Oui, donc c'est juste Tim Treolard qui joue qui joue un autre rôle, quoi. Je crois pas. Attends, Alors, bah, je vais crois vérifier qu'il joue sur- le sur- 3e sur- docteur, mais que c'est tellement rapide que tu l'entends pas. C'est comme un... Enfin, tu l'entends aussi rapidement que les recasts des... Enfin, que... Mince... Fraser Hines, par Que exemple, qui William double le 2e Russell, docteur. ouais, c'est ça.
C'est plus vite fait pour le cadeau et pour avoir les 8 premiers dedans. Alors, d'après... Alain, on l'a ok. ou pas? Oui, Alain, on je t'entend. suis là. On t'attend. Non, On mais t'entend aussi. non, c'est bon. D'après le Tardis Wiki, il joue bien le docteur dedans. Bon, après, voilà. Je sais Ok, pas. très bien. On sait tous combien le Tardis D'accord. Wiki Quel est complet. docteur? Bah, le troisième, du coup. C'est pas précisé par le Wiki. Voilà, donc on sait jamais. Ok, Sur allez, ce, donc... Je sur donne la ce- parole à Nopoman. Et sur ce, je la prends. Voyons voir ce que vous avez pensé de cet épisode. Commençons par toi, Alain. Quels sont les points positifs, les points négatifs, et également une note sur 10, et nous refusons les demi-points. D'accord. Alors, faut savoir que je suis un peu comme l'aigle dans le sens où j'aime pas l'air pertouis. À ce stade-là, l'air pertouis, c'est une série sur un dandy qui bosse avec l'armée. Alors, c'est pas, c'est pas une mauvaise série sur un dandy qui bosse avec l'armée, mais c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. C'est une ère qui est Ouais. très down to earth dans tous les sens du terme. Voilà, donc mes épisodes préférés, c'est ceux qui ressemblent les moins des épisodes de cette ère, comme Carnival of Monsters, mais bon, ça, voilà. Donc, Je voilà. les connais pas encore. Que dire sur Mind of Evil? Bon, déjà, c'est long. Comme bon, beaucoup d'épisodes de cette ère. Ça revient chaque chronique, t'inquiète. Ouais, il y a pas mal de trucs. Alors, il y a quelques trucs qui m'ont marqué quand même. Déjà, bon, on a dit, donc, Pixel Nim, c'est l'épouse du scénariste. Il y a plein de mecs dans cet épisode qui disent qu'elle est belle. Alors, est-ce qu'il a mis ça dans le script pour faire plaisir à sa femme ou pas? Je sais pas. Mais ça m'a marqué. Ouais, c'est même parce peut-être que- un peu gênant, quand même. Genre... Bah, il y a un peu d'exotisation Tout à fait. de l'étranger, en fait. Ça, c'est pas Ah, très MeToo. Avec C'est la ça. musique, le remix de musique traditionnelle chinoise à un moment, mais franchement, c'est une version un peu sci-fi, Plus c'était énorme. l'accent qu'elle a dû forcer à mort alors qu'elle avait un accent anglais. Et c'est Transparent. même pas le pire qu'aura fait les classiques, mais ça on y reviendra un jour. Non. Bref, cessons de te couper. Non, Alain, mais continue. c'est pas grave, hein. Alors, en plus, il y a le karaté vénusien et pas du aikido vénusien dans cet épisode. C'est une erreur terrible qui m'a absolument tout gâché et j'enlèverai 3 points rien pour ça. Dans mes autres notes en bordel, le maître avec un cigare de méchant, c'est absolument magnifique. oui, totalement, moi j'adore Et ça. J'adore je le trouve que tout l'aspect théorie archaïque sur le mal qui est un peu génétique, a une quantité fixe de mal en nous qu'on peut enlever, enfin je sais pas, c'est un machin que je trouve un peu bizarre. Bon après sinon, l'épisode pour moi c'est le Pertwee générique ultime, donc c'est plein d'actions, voilà, ça dure un peu longtemps, il y a des trucs que j'ai appréciés quand même, hein. Déjà, l'épisode il est bien réalisé, il y a pas mal de plans qui sont sympas, celui où le perso de Pixel Nim, dont j'ai oublié le nom, brûle des papiers, la transition entre le docteur Kekao et le maître qui est content, qui se fait avec exactement le même angle sur les deux visages, et je trouve ça bien fait. Le passage dans l'épisode 5 où t'as le croisement entre le docteur qui s'échappe et Unit qui arrive, c'est plutôt bien foutu aussi. Mhm. Bon après il y a des trucs comme par exemple les cliffhangers des épisodes 1 et 3 qui de tête sont à peu près recyclés. Oui, C'est quasiment oui, les clairement. mêmes, quoi. Donc Je bon, crois que c'est il y a- quasiment les mêmes, même qu'à quasiment chaque épisode en fait. Ouais, je sais pas, ça m'est particulièrement marqué pour ça. Donc voilà, c'est un épisode qui est hyper classique de A à Z, avec quelques points sympas, donc il y a la réalisation qui est cool. J'ai bien aimé, j'ai bien aimé le chinois, j'ai bien aimé, c'est ça, qu'on voit des gens d'autres pays dedans. Alors certes, c'est fait peut-être un peu maladroitement, mais ça donne un côté un peu plus global. On voit vraiment que Unity sont des affaires internationales leur nom, ça change quand le docteur se pointe dans un coin paumé de l'Angleterre, et fait un peu tout son taf là. Donc voilà, c'est un épisode de moyen d'une ère que j'apprécie pas particulièrement, mais il y a 2-3 trucs sympatoches, donc on va aller sur 5. Ok. 5 sur 5 5 sur 10. 5 sur 10, le 3. Fini de faire le Euh. malin. À toi, quel est ton avis? Bon, ben, je vais aller tomber dans le ravin tranquillement. Ben écoute, moi c'est un épisode où tout va de plus en plus mal. Tu te mets à la place des pauvres gars. C'est rare que dans un épisode de Doctor Who ça escalade autant. C'est Oui. oui, on va d'abord tester. C'est juste une histoire où on vole le mal des gens et on le met dans une boîte. Bon, et après on vole un missile nucléaire et puis après on va faire exploser Londres et puis après calme-toi. Bon. Calme-toi, épisode. Pour être juste, c'est un missile neurotoxique. Il n'est pas nucléaire. Mais quand même. Parce que ça change, mais ça fait mal dans les deux cas. Quoi. Oui, mais pas pour les mêmes raisons. Oui, d'accord, C'est je ça. vais m'arrêter au mot missile, si tu préfères. Et le fait qu'ils sont pas très intelligents, très forts, le fait que Joe ait réussi à leur évader 2 fois, moi ça m'a... J'ai pas compris. Alors Enfin, j'adore... Il a réussi à se faire arrêter 2 fois, du coup. Mais alors j'adore Benton, Yates, toujours, hein, ces deux-là...
Et le brigadier, forcément, moi, la Unit Family, y a rien à faire, quoi. Et c'est peut-être pour ça que j'aime pas trop Joe encore, parce que j'ai l'impression qu'elle fait pièce rajoutée et qu'elle est pas, c'est pas partie d'Unit. On dirait qu'ils l'ont trouvée dans la rue, quoi. Elle en apprend à chaque épisode, hein. Elle devient meilleure et tout ça, mais Attends, mais techniquement, elle fait partie d'Unit? bah, elle est Ah censée oui. être l'assistante du docteur, donc oui. J'ai jamais vu ça comme ça. Mais oui, du coup, si tu me mets comme ça me surprend. Mais elle a remplacé Liz Shaw, donc, enfin, je veux dire, même dans l'histoire, elle remplace Liz Shaw. Voici votre c'est nouvelle vrai. assistante. Du coup, c'est un peu bizarre, en effet. Je sais pas Donc, pourquoi j'ai jamais pensé à ça comme ça. Voilà, c'est un personnage qui me déçoit. Après, le maître, bon, je commençais déjà à en avoir marre à ce moment-là. Et c'est le deuxième. Accroche-toi. C'est la deuxième histoire de toute la série. Il est encore là dans la saison précédente, la saison Je 12. veux dire, le moment où il les espionne, le gars où il met tout le, où il surveille toutes les conversations téléphoniques de Unit. C'est abusé, quoi. T'as pas autre chose à faire. Et je crois qu'il y passe mais trois épisodes dans sa Mercedes à l'arrière avec sa radio à écouter, quoi. Je repouvais plus. Ouais, sinon, à part ça, bah, c'est quand même une chouette histoire, au final, hein. C'est juste que c'est, comme tu disais, c'est tellement éloigné de Doctor Who que tu te dis, ok, c'est bien. Mais, moi, j'adore Unit, donc, vous rappelez ça, Unit affaires, quoi, les affaires de Unit, tout simplement. Arrêtez de vous faire chier avec Doctor Who. Surtout que dans cet épisode, il sert à rien. Et il est méchant, putain. Oui, c'est vrai. Comment il est condescendant avec le gars au début, là, avec la machine. Vous n'êtes pas scientifique. Bah, si, quand même. Je suis plus vieux que vous. Moi, j'ai au moins... C'est ça, le gars, il dit, je crois qu'il dit, ça doit faire 10 ans que je suis spécialisé en sciences, et l'autre, il fait, mais moi, j'ai 892. Ah ouais, d'accord. Et du coup, une note? Bah, 7, parce qu'il y a quand même les attaques psychologiques qui sortent de nulle part, qui sont aussi fun. Ok. Benton, un agent secret qui essaie de suivre Jen Lee dans la foule, c'est Collector, quoi. Et il est tout... Je crois qu'il est toujours habillé en militaire, d'ailleurs, quand il la suit. Non, il est pas habillé en militaire. Non, il est en civil, c'est sûr. Et moi aussi, j'ai souvenir civil. Ouais, mais il se prend et il se prend une attaque mentale et tout le monde se fout de sa gueule pendant les 3 épisodes suivants. Ouais, c'est ça. Oui. Et j'ai l'impression qu'à aucun moment, personne n'a venu rectifier l'histoire, tu vois. Personne n'allait dire, n'allait voir Benson en disant, tu as survécu à l'attaque de la machine, de la peur, tu vois. Donc je pense qu'à la fin de l'histoire, le brigadier est toujours persuadé que Benton, il s'est juste endormi dans la rue. Okay. Mais bon, tout va bien, puisqu'à la fin, il lui confie le poste de directeur de la prison. Ok, on peut abréger un petit peu, histoire d'avoir un épisode qui ne dure pas 1h30. Bon, allez, la prochaine fois, on enlèvera les paramédias et on fera plus long débat. On fera une director's cut si tu veux de cet épisode. Je pourrais parler par-dessus l'eau si tu veux. Une demi-heure de l'autre dans le fond. 7. 7. 7. Ok. Il me disait que des mots maintenant, même plus de phrases. 7. Ok. Non, on va te garder, on t'aime bien. Antarctix, du coup. Oui, du coup, je vais commencer par le point négatif le plus problématique de l'épisode, et là je crois qu'on sera d'accord dessus. J'ai rien compris au plan du maître. Non, c'est ouais. de la merde. J'ai mis gentiment dans mes notes le plan du master est pas foufou. Mais j'ai même, rien compris. Je veux dire, même c'est quoi le but? Je veux dire, il fait ce plan, d'accord, mais à la fin, il arrive à quoi? C'est ça, en fait, moi, le problème. J'ai pas compris, en fait, pourquoi il voulait que le docteur prenne en charge la machine, alors qu'il essayait de tuer le docteur en même temps, par exemple, et je sais ni quel était le but final. Si la machine était plus forte que le master, j'ai rien compris. À la limite, je peux comprendre, parce que la machine essaie de tuer le docteur au moins 10 fois, donc à la limite, je peux comprendre. Il prend en charge la machine, du coup, la machine essaie de le buter, voilà, ok. Ça, à la limite, je veux bien. Mais le problème, c'est que j'arrive pas à voir, bon, déjà, la logique du plan, mais aussi, j'arrive pas à voir quel est le but derrière tout ça. Il fait tout ça, d'accord, mais pourquoi? Être méchant. Non, mais le master dedans, c'est vraiment le méchant Moriarty typique avec ses gros cigares, son plan débile qui n'a pas de sens. Il se cache dans sa voiture. Il n'y a pas de sens, quand même pas. Et le truc, c'est que si le scénario n'a pas de sens, bah, si au final j'ai rien compris au scénario, c'est quand même un gros point négatif, malheureusement. Je suis d'accord. Ouais, tout à fait. Cela dit, c'est compensé par le charisme de Roger Delgado. C'est vraiment un super acteur, je trouve, et une excellente trouvaille pour la série. Son charisme et le charisme de son cigare, on est d'accord. Exactement. Et non, il a vraiment une alchimie moitié-moitié, quoi. John Pertwee que je trouve génial, même à ce stade.
Donc Parfait. c'est compensé à peu près. On va dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce que tu as dit de John Pertwee à ce stade? J'ai pas entendu. Je trouve qu'ils ont une super alchimie tous les deux. Ah, dès le d'accord. début, Oui, en non, fait. mais on est d'accord. C'est un très bon relationnel Dr Master. Clairement. Et je trouve aussi que les endroits sont plus variés qu'avant. J'ai l'impression qu'on voit un peu plus la rue ou des bâtiments différents autres que des complexes de l'armée ou des échelles parce qu'il y a beaucoup trop d'échelles dans la saison 7. Oui, c'est pas fou. J'ai l'impression que Ouais. c'est un peu plus d'envergure de ce côté-là aussi. T'as commencé à compter les échelles? Non, Il tu aime vois les toujours le listes, docteur monter des échelles ou enfin il est toujours sur des plateformes en hauteur, j'ai l'impression dans la saison 7. Alors qu'il avait le Oui, vertige. Quasi c'est pas chaque faux. épisode. Alors qu'il avait le vertige, c'est ça qui est rigolo. Ensuite. Ensuite, les personnages sont assez appréciables, je trouve, en règle générale. J'aime bien le prisonnier, le prisonnier, le patient malade qui se sacrifie à la fin. Barnum. Je trouve le personnage assez agréable. Oui, je suis d'accord. Donc les personnages, j'ai l'impression que Mind of Evil a des personnages qui ont un capital sympathie assez élevé, ce qui permet d'oublier un peu les grosses lacunes. J'ai trouvé que c'était moins long et interminable aussi que beaucoup d'épisodes de la saison 7. Bon, il y en a 6 au lieu de 7, mais j'ai pas trouvé que ça traînait en longueur tant que ça, même si c'est bizarre à suivre. Je trouve que ça se déroule tout seul, sans mal. Mais c'est assez standard. C'est pas, ça, on le dit déjà depuis tout à l'heure. J'adore les Unit Family, mais l'épisode est assez téléphoné. C'est pas particulièrement facile. Il y avait aucune blague là-dessus. Avec le brigadier qui est toujours sur le Blague malgré téléphone. moi. Bref, vas-y, continue. Oui, donc voilà, c'est sympa. Je vais rester sur un 7 sur 10 moi aussi. Ok. C'est, 7 sur 10. de gros ok. défauts, mais compensés par les personnages. Sympa. Voilà. Eh bien, du coup, c'est à toi, l'aigle. Alors, j'ai l'impression que je vais m'entendre avec certaines personnes ici, mais que je vais être un petit peu plus sévère avec d'autres. Bon, le point sur lequel on est d'accord, c'est vrai que c'est le plan du maître est assez bancal. Ce coup-ci, c'est-à-dire que dans l'épisode d'avant, si vous vous souvenez, j'avais dit que le plan du maître était bancal et que mais c'était pas mal parce que bon, déjà il y avait une logique, mais aussi parce que c'était suicidaire et que bon bah ça présentait un peu la personnalité du maître. En fait, du coup, c'était pas mal. En fait, c'était rattrapable. Ça se rattrapait. Mais là, dans Mind of Evil, il est pas tellement bancal. Il est juste incompréhensible. Qu'est-ce qu'il compte faire? Et surtout, qu'est-ce que ça peut lui apporter? Là, c'est plus tellement du missile. suicide. La guerre, quoi, c'est tout. À part ça, Là, ça n'a pas de sens. c'est Il veut ça. gagner. Mais ça peut lui apporter quoi derrière de faire ça? Là, c'est Ah, mais il que, veut à juste la se limite- venger à ce point-là. Il veut deux choses. Se venger du docteur en détruisant la Terre et récupérer la pièce du TARDIS que le docteur lui a volée dans l'épisode Ok, précédent. d'accord. Pourquoi pas? Ok, Il veut pourquoi pas. gagner. Mais je trouve quand même que le plan est un peu tiré par les cheveux, on va dire ça, capillotracté. Ouais, mais c'est pour ça qu'il échange très facilement la créature bouffeuse de mal contre la pièce du docteur, quoi. Après, là, c'est plus tellement du suicide, là, pour le coup, c'est le plan est trop mal géré pour donner de la profondeur au personnage. Le plan, il est presque idiot, à moins qu'on veuille le faire passer pour un maître crétin, mais je pense pas. Bon, après, c'est vrai, voilà, il veut se venger, donc il est déjà très rancunier pour une histoire. Bon, sinon, un point positif, moi j'aime beaucoup l'histoire parallèle avec Unit. Sinon, je trouve ça hilarant à quel point le docteur il semble être sur le point de canner à chaque scène aussi. Je sais pas si... Quand on faisait le visionnage en commun, en fait, on remarquait à quel point le docteur il est toujours sur le point de décéder. Donc à chaque fois, on était en train de faire la blague Introducing Tom Baker as the C'est Doctor, vrai. parce que Ah oui. à chaque fois, t'as l'impression que t'as Tom Baker qui va apparaître dans le scène parce que c'est vraiment l'épisode où John Pertwee a le plus de moments où t'as l'impression, mais vraiment, il va décéder, quoi. Enfin bref. Sinon, bah, pour revenir un petit peu sur ce que disait Alain, j'ai l'impression que c'est toujours le même cliffhanger. Je suis d'accord sur ça, ouais. Je trouve aussi de manière personnelle que c'est pas un épisode super intéressant. Joe Grant, alors que je l'aime bien, est pas très important dans l'épisode, donc du coup ça me déçoit un petit peu. Je suis d'accord sur le fait que j'aime bien les personnages secondaires, même pour juste une scène. Le maître qui continue ses déguisements, et techniquement c'est sa deuxième apparition, ce qui en fait une apparition inattendue. C'est vrai, rien ne dit qu'il aurait pu apparaître juste après sa première apparition, donc c'est quelque chose de très bien pensé en termes Moi, j'ai eu la narratifs, surprise, c'est personnellement. surprenant. Bah, on savait tant pas mieux. où ça allait vraiment, comme il venait juste d'arriver à l'époque. Donc c'était bien. Heureusement ça avait qu'on t'a l'effet pas de surprise. spoilé, parce que C'est du coup, Wikipédia voilà, qui m'a c'est spoilé. une surprise.
c'est la surprise et aussi le fait qu'il continue ses déguisements, tout ça c'est vraiment pas mal. Par contre, je trouve le concept de Mind of Evil trop manichéen pour fonctionner sur moi. C'est trop le bien, le mal, on a tous un peu une partie de mal en nous, ouais d'accord, c'est ça. Donc l'idée peut être intéressante, mais je trouve ça trop manichéen. Ça implique trop qu'il y ait une essence de bien et de mal dans la nature, et bon, là on parle en philosophie. Du coup, moi, je lui donnerais la note de 6 sur 10. Ok, alors, en ce qui me concerne, bah, du coup, en revenant sur l'idée de base, c'est vrai que je la trouve intéressante et intrigante. Je trouve que c'est quand même... c'est assez casse-gueule quand même de jouer avec des concepts comme ça. Autant quand avec le 13e Docteur, il joue avec le concept de la mort, j'étais pas du tout d'accord et je pense que c'est une erreur, mais ça c'est mon avis personnel. Mais autant là, le concept du bien et du mal, je trouve que ça peut être... on peut faire quelque chose avec et je trouve que c'était plutôt intéressant. J'ai pas compris à quoi tu faisais référence quand tu disais le concept de la mort. Quand il explique qu'en fait, quand tu meurs, tu ressens encore des choses et que... Ah oui, la fin de la saison 8. Voilà, Oui. et ça, moi je pense que c'est une erreur. Enfin, moi je pense que scénaristiquement c'est une erreur et c'est pas... comment dire, pour une série qui doit être visionnable par des enfants, pour moi c'est pas une thématique enfant friendly, tu vois. C'est le côté très trollesque de Moffat. Voilà, bah ouais, mais moi je Après, je trouve que c'est... Mais c'est de la censure, ça, Nopo. C'est juste qu'il y a des choses sur lesquelles tu joues pas, pour moi. Mais... Non, je comprends ce que Alors, tu veux dire. on sera pas d'accord sur ça, mais bon. Moffat est souvent borderline. Enfin, voilà. Après, le truc, c'est que là où je suis d'accord sur le fait que c'est intéressant de parler du bien et du mal, parce que moi-même, je trouve que c'est un sujet très intéressant, je trouve que c'est pas bien traité parce que, enfin, après, c'est très personnel, parce que je trouve que c'est très manichéen. Okay. Mais après, c'est bizarre parce que moi, je l'ai pas vu comme ça, en fait. Il retire absolument tout du personnage qui passe par la machine. Il lui retire absolument tout ce qui le caractérise en tant qu'être humain. Il lui retire pas juste le mal. Non, mais et du coup, il redevient un enfant de 3 ans. Il prouve quand même que le mal est quelque part un peu nécessaire. Bon, bref, en parlant de ce débat-là, le retour surprise du maître, c'était un point positif également. Je m'attendais pas, je me suis fait spoiler en faisant les sous-titres en allant sur Wikipédia. J'ai beaucoup aimé le nombre de scènes en extérieur, comme disait Antartix, beaucoup de changements de décor. J'ai extrêmement beaucoup aimé, très français, les différentes intrigues qui se rejoignent. Au début on a 2 intrigues, on se dit mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi et puis finalement il y a un lien, ça c'est plutôt c'est assez novateur finalement dans la série. Par contre en point négatif, le scénario qui se répète, on peut enlever facilement la moitié des histoires puisqu'on a 2 émeutes, on a Joe qui se fait capturer 2 fois, je vois pas du tout l'intérêt que ça se passe comme ça. Le plan du maître est incompréhensible, je comprends toujours pas, je ne peux toujours pas dire si en fait le fait qu'il ait libéré et créer la deuxième émeute faisait partie du plan ou pas, c'est juste qu'il a improvisé. Et la résolution est tout à fait surprenante parce qu'ils veulent se débarrasser d'un missile justement pour pas le faire exploser, et finalement le plan c'est de le faire exploser au plus milieu de la campagne. Donc bon, personne ne se pose des questions des retombées neurotoxiques, tout va bien, il y a un missile qui explose, voilà. Bon, du coup, ma note, je l'ai changée en cours de route, est de 7 sur 10. L'aigle, 7 sur 10, d'accord. Combien qu'elle nous fait une moyenne de 6,4. 6,4. On a 3 7, un 6 et un 5, et donc ça fait une moyenne de 6,4. Quel est son... C'est pas mal pour un épisode standard. Ouais. Quel est son classement dans la saison? Dans la saison, eh bien, c'est le 2e épisode, Terror of the Autons est quand même devant avec 7,8. Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Est-ce que Alain, tu veux profiter pour faire de la pub pour quelque chose? Je ne sais pas. Ça fait très égocentrique de faire de la pub pour soi-même. Donc bon, au pire, tu le fais. Et puis alors fais de la pub pour les pommes. Fais pour quelqu'un d'autre si tu veux. Est-ce que tu as une cause à défendre? Pas particulièrement. Okay, on m'a dit, vas-y, viens, il y avait de la lumière, je suis rentré. Hein. Donc... bon, du coup, si personne n'a quelque chose à ajouter, je vais conclure. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Discord, Facebook, abonnez-vous à la chaîne YouTube, mettez des pouces bleus, mettez la cloche, des étoiles sur iTunes et des commentaires, et vous permettrez peut-être au maître de revenir. On se retrouve pour le prochain épisode du Weeblycast, et en attendant, n'oubliez pas. 感谢你请我来星星，我真欢喜拄着你真好心的人，拄你无结激动的国。It is rare to meet a Westerner who knows my language.